La ville de Puerto Plata est une des plus anciennes de la République dominicaine. C'est là qu'on célébrait la première messe du Nouveau Monde. Aujourd'hui très fréquentée par les touristes, cette ville se distingue aussi par d'autres attractions que va nous faire découvrir notre hôte Daniela Silverio. Bienvenue à Puerto Plata. Je m'appelle Daniela Silverio, j'ai 19 ans et je suis native de Puerto Plata. Nous sommes actuellement à San Felipe de Puerto Plata, capitale de la province Puerto Plata, et dans la zone touristique de la côte est du pays. Je suis à la place de l'Indépendance, où l'on retrouve des maisons d'architecture victorienne, la cathédrale de San Felipe Apostol et l'édifice de la Gloria, ce kiosque octogonal juste derrière moi. Normalement, quand je vais magasiner, je viens ici, à la place de l'Indépendance. Tout est à proximité. Vous pouvez aller à la banque, prendre une bonne crème glacée ou rien que profiter de la vie. Nous avons beaucoup de voyageurs, notamment ceux provenant des bateaux de croisière qui s'arrêtent au port Amber Cove. Ils sont entre 2000 et 3000 touristes à venir découvrir le centre-ville à chaque jour. Autour de cette grande place se trouvent plusieurs maisons de style victorien, ce qui donne un cachet ancien au quartier. Pour en savoir plus, quoi de mieux que de rencontrer un des guides du centre-ville? Quelles sont les raisons qui amènent autant de visiteurs au centre-ville de Puerto Plata? Oui, les touristes viennent ici pour visiter les différents monuments qu'on y retrouve. Et aussi les maisons victoriennes comme celle que l'on voit. Le style victorien a été introduit ici par les Anglais il y a environ 200 ans. La Plaza Independencia tiene su historia. La place de l'Indépendance où on est a une histoire assez riche comme celle de la cathédrale de San Felipe Apostol. Cette cathédrale a été restaurée durant la dictature de Trujillo en 1934. Mais l'original a été fondé en 1502 durant la fondation de Puerto Plata, qui est, je vous le rappelle, une ville fort ancienne comme vous le voyez. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Christophe Colomb a débarqué ici. Il a d'ailleurs nommé le premier village Villa Isabella, en l'honneur de la reine d'Espagne. Et il fit aménager la première église du Nouveau Monde. Et c'est là qu'on a célébré la première messe. Pouvez-vous maintenant nous en dire un peu plus sur les maisons de style victorien qui nous entourent? Ici, le style victorien, comme vous le voyez, domine l'architecture des maisons. Vous voyez là-bas, dans la petite maison bleue? Ici, sur la rue du patriote Juan Bosch, qui est l'ancien président du pays, se retrouve la plus grande concentration de maisons victoriennes. Ici, chaque maison a son histoire. Regardez par exemple cette maison bleue dont je vous parlais, avec cet arc et les dessins qu'on retrouve autour du toit. C'est un design qui remonte à l'époque de la reine Victoria. Ce sont les immigrants d'origine britannique qui se sont installés ici, qui ont conservé et introduit le style victorien dans ses constructions vers la fin à peu près du 19e siècle. Aujourd'hui, les propriétaires de ces maisons ne peuvent faire aucune modification à l'extérieur. À l'intérieur, si, mais pas du tout à l'extérieur. Parce que c'est un patrimoine culturel. Signor Marquez, pouvons-nous aller visiter la cathédrale? J'aimerais vraiment connaître son histoire. Bien sûr, avec plaisir. Allons-y, je vous en prie.
Oui, bienvenue à la cathédrale. C'est ouvert tous les jours jusqu'à 17 h en après-midi. Comme vous voyez, la structure de la cathédrale n'est pas très ancienne. Au fond, vous voyez les vitraux des fenêtres? Eh bien, ils ont été faits à la main. Comme c'est beau! C'est la famille la plus importante et aussi la plus riche de Puerto Plata qui a financé cette fenêtre. Et plus loin, là-bas, on retrouve le nom de la famille Brugal. On voit leur nom en bas de la fenêtre. Cette famille, qui est originaire de Cuba, est venue vivre ici et par la suite ont ouvert la première distillerie de rhum au pays en 1888. Et c'est aujourd'hui la plus grande distillerie de rhum des Caraïbes. Là-bas, on peut voir le vitrail de San Felipe, qui est le patron de Puerto Plata. On le voit avec les noms de la famille Duboche et Brugal. Duboche est aussi une famille très importante ici. Et maintenant, je vous amène dans un endroit où vous allez profiter de la plus belle vue de la ville de Puerto Plata, juste au sommet du mont Isabel de Torres, où se trouve le seul téléphérique des Caraïbes. Bonjour, bienvenue au téléphérique de Puerto Plata. Merci beaucoup. Si vous nous parliez brièvement du téléphérique et de cet endroit maintenant. Bien, au départ, j'aimerais vous mentionner que le téléphérique est l'attraction la plus importante de la région. Nous sommes sur un des plus beaux sites naturels du pays, la montagne Lioma Isabel de Torres, qui est située à plus de 800 mètres du niveau de la mer. C'est aussi un trajet en cabine de plus de 3 km et je suis très heureux de pouvoir vous montrer tout cela. Aujourd'hui, nous avons une température magnifique. Mais ici, le climat peut être très changeant et on peut se retrouver rapidement dans la brume. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, nous partons vers le sommet. C'est un départ. Le voyage en cabine est très court. Nous parlons d'une dizaine de minutes à peu près. Mais dès l'instant où nous amorçons le trajet, nous commençons avec cette superbe vue. On peut ainsi avoir un aperçu de notre patrimoine, de notre pays, la République dominicaine. Et au départ, vous avez vu le groupe jouant le merengue, notre musique traditionnelle. Ça reflète aussi une partie de notre culture. Actuellement, nous survolons aussi les terrains de baseball. Le baseball qui est notre sport national. Vous avez raison, on se sent vraiment fier d'appartenir à cette région. Et j'avais bien raison de dire qu'on y retrouve une vue superbe sur la ville et toute la région. Nous voici rendus au sommet Isabel de Torres. Le climat est beaucoup plus frais et fort agréable.
Ici, nous sommes dans l'un des points les plus hauts, soit à la base du promontoire de la plateforme, où les touristes se retrouvent pour faire une photo avec la statue du Christ. Et il y a en plus cette vue imprenable sur la ville. Oui, ça semble être très apprécié des touristes. Oui, c'est très aimé des visiteurs. Partout, les gens apprécient cet environnement si naturel. Amén, de que todo el parque es interesante por lo que representa el parque, o sea, la parte natural. Certains confondent cette statue avec celle du Brésil. Pouvez-vous les départager? Certains pensent que c'est une réplique, mais en fait, non. Cette statue a été faite spécifiquement pour ce lieu. Il y a deux choses qui les différencient. Elle a 16 mètres de haut, alors que celle du Brésil a 35 mètres, presque le double. Deuxièmement, son revêtement et son support sont différents, avec la base en forme de noix de coco. Donc il s'agit de deux créations vraiment différentes. Elle est faite de bronze et vide à l'intérieur, avec un escalier pour faciliter l'entretien. Donc ce n'est pas une réplique, mais bien une statue à nous, vraiment originale. Cette montagne, qui est une aire protégée, a une superficie d'1 km² à peu près, avec des forêts humides, des sentiers boisés, des jardins aménagés dans une végétation luxuriante. Ahora nos estamos internando en lo que son los senderos internos. Nous empruntons maintenant les sentiers du boisé de la montagne. Comme vous le constatez, nous sommes en présence d'une flore de type tropical humide, vraiment très spécifique à cet endroit. Et plus nous marchons, plus la végétation est fournie. En este monumento tenemos aproximadamente unas 600 especies distintas de... Nous avons dans ce parc plus de 600 espèces différentes de plantes et une quarantaine d'espèces d'animaux, d'oiseaux et de reptiles qui vivent ici dans cet espace naturel et qui lui donnent toute cette vie. En fin, es lo que le da esa vida a este monumento. Entonces, dígame, Rafael, ¿cómo se siente usted? Pour vous, que représente ce travail en pleine nature? Oh, je me sens très privilégié. Vous savez, je suis né à Puerto Plata. Et depuis que je suis jeune, je suis fasciné par toute cette nature. Non seulement par cette montagne, mais aussi par nos plages, par l'environnement. Quand j'étais jeune, je venais souvent ici pour en profiter. Il y a des personnes qui viennent par téléphérique, mais aussi il y en a d'autres qui préfèrent utiliser les sentiers comme nous le faisons. Ils viennent le matin avec un livre et restent toute la journée jusqu'à la dernière descente du téléphérique pour profiter de ce climat agréable, mais surtout du silence que seul vient briser parfois un animal ou un oiseau. Donc c'est merveilleux de penser que j'ai pu venir ici dans ma jeunesse comme visiteur et qu'aujourd'hui je suis l'un des porte-paroles du parc. C'est vraiment merveilleux car c'est agréable de pouvoir montrer au public notre travail de conservation. ¿Por qué Puerto Plata? Es importante y se me ocurre, mira qué ejemplo más palpable. Vous allez dire pourquoi le nom de Puerto Plata? Eh bien, on est au bon endroit pour en parler. Regardez la feuille de cet arbre que l'on nomme Yagrumo. C'est, semble-t-il, l'origine du nom de Puerto Plata. Lo que cuenta la historia del origen de Puerto Plata. Cuando Colón se acercó a las costas nuestras, lo primero que vio fue... Lorsque Christophe Colomb débarqua dans la baie, la première chose qu'il a vue était la montagne où nous sommes. Elle était à l'époque remplie de ces arbres. De árbol de Yagrumo o de Grayumbo. Avec la brume, l'eau produit une inversion des feuilles. Ainsi, l'envers de ces feuilles a un reflet d'argent. Alors, de sa position, il y voyait une montagne argentée. Christophe Colomb s'est dit qu'ils étaient arrivés dans une région riche en argent.
Ainsi, il surnomma cet endroit le port d'argent, Puerto Plata. Regardez là, vous avez justement quelques-uns de ces arbres. Participez au concours Venez chez moi et courez la chance de gagner un voyage d'une semaine tout inclus à Puerto Plata, grâce à la République dominicaine et à Transat. Pour participer, notez l'indice diffusé dans chaque émission. L'indice cette semaine est téléphérique. Notez-le et inscrivez-vous maintenant en ligne sur le site en bas de l'écran. Bonne chance! Aujourd'hui, on a découvert une plage secrète. Et là, maman m'a donné une crème glacée. Wow! J'adore ton histoire. Air Transat, ça sent les vacances. Après cette vue magnifique de Puerto Plata, je vous propose autre chose. À mon avis, vous ne pouvez pas quitter la région sans aller voir la maison du rhum Brugal. Alors, je vous retrouve un peu plus tard pour vous faire visiter un site historique que vous n'oublierez pas. Mon nom est Miguel Ripoll Castellanos. J'appartiens à la 5e génération de la famille Brugal de Los Maestros Roneros, c'est-à-dire maître roumier. Vous savez, pour apprécier et déterminer la qualité du rhum, eh bien, 3 sens sont nécessaires pour moi. La vue, le goût et l'odorat. Ici, par exemple, c'est une couleur d'ambre avec des reflets rouges. Au nez, maintenant, eh bien, on y retrouve l'odeur, je crois, de fruits sauvages de la forêt. C'est un parfum assez complet. Bon, à la vôtre. On y découvre une explosion de saveurs. Le secret de notre rhum Brugal est premièrement la distillation. La seconde est son vieillissement. Nous sommes le 2e producteur de rhum au monde avec le plus grand nombre de barils de fermentation. Vous savez, j'adore créer. Et pour créer, eh bien, on doit innover. Par exemple, nous utilisions jusqu'à tout récemment uniquement des barils de Bourbon, ou nous les appelons aussi les barils de Tennessee. Mais avec l'évolution du rhum, nous utilisons pour nos barils un second type de bois. C'est un bois qui provient de l'Europe. Il est utilisé dans un premier temps pour le xérès. Alors, lorsqu'on change de bois pour nos barils, cela donne un nouveau produit plus aromatisé, donc un rhum très différent. En la barrica de esa barrica de europea tienen tostados internos, pero en la de Bourbon son quemados. Por eso la barrica la pared. Pour vous expliquer, les barils provenant de l'Europe sont faits de bois grillé, alors que le bois des barils Bourbon sont brûlés avec parfois du charbon. Alors, selon ce que l'on fume ou brûle le bois, cela a un effet sur la molécule qui va influencer la saveur, soit un peu plus vanillé, plus de saveur de coco, un goût plus caramélisé, ou une saveur de fruits secs, et le reste. Donc, le type de bois a une influence directe sur la saveur. En nuestro envejecimiento, la duración para hacer ron dominicano es 1 año más 1 día, lo mínimo. Ici à Brugal, la fermentation est d'une durée d'1 an plus 1 jour au minimum. Le maximum est de 10 ans. Nous ne pouvons pas faire vieillir le rhum plus de 10 ans dans le même baril, car il s'évapore. Chaque année, 10% du volume du baril s'évapore. Ainsi, un baril de 200 litres de rhum, par exemple, après 10 ans, eh bien, il ne reste presque plus rien à cause de l'évaporation. Ici, en République dominicaine, vous savez, le rhum, c'est pour toutes les classes sociales, qu'elles soient riches ou pauvres. On en consomme durant les fêtes, au carnaval, dans les fêtes, les anniversaires. Bref, le rhum, c'est pour nous notre boisson nationale.
Mon nom est Chichi. Je vais vous accompagner dans cette aventure. C'est ici que nous amorçons notre aventure dans le sentier que nous allons bientôt emprunter et qui va nous conduire à la cascade. Nous allons faire différentes étapes, de la première à la 7e. Nous allons marcher environ 25 minutes, mais attention, des minutes dominicaines, avant d'atteindre le haut de la montagne, puis nous allons descendre vers l'eau. Los franceses la veían que los alemanes dicen que Scheiße y los ingleses, los americanos dicen oh shit. Y nosotros dominicanos, y todos esos escalones que vamos a subir. Oye, loco, ¿cómo que ellos dicen? Que oye, yo no pagué para ver loma. ¿Dónde que están los charcos? Esa la conoce, ¿verdad? Chinola. Chinola. La fuite de la pasión. Arriba. On y va, s'il vous plaît. À la Couloulou. Là, vous voyez, ça c'est la rue pour les Uber Dominico, les chevaux, les mules et aussi les vaches. Ils me répondent quelquefois. Ce sont les Cigua Palmera, c'est l'oiseau national de la République dominicaine. Ce site est ouvert au public depuis 29 ans. Mais comme parc national et aire protégée, cela fait environ 13 années. Avant, il y avait des familles qui vivaient ici et qui coupaient les arbres. Alors, quand nous avons commencé à utiliser cet endroit comme site d'activité, il a été décidé que pour chaque personne qui venait ici, un pourcentage de son entrée allait retourner directement à ces familles pour les compenser et éviter qu'elles continuent à couper les arbres et ainsi protéger l'environnement. Ah, j'adore établir un lien avec la personne. Et vous savez, on rencontre chaque fois des gens différents. Pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler, mais de m'amuser. Ça fait 17 ans que je fais ce métier et pour moi, c'est plutôt un hobby. Ah, ça fait du bien, cette boue pour la peau. Ça nettoie. Face off. Esto es barro, arcilla. C'est de l'argile. Avec le soleil, cette argile se fendit et avec de l'eau, tu peux l'étendre sur ta peau, ton visage, et en 5 minutes, tu peux l'enlever. Après, ta peau est aussi douce que celle d'un bébé. Ici, quand naissent les bébés, on les appelle les petits chichis. Moi, je suis resté petit. Allez, on y va maintenant. Yo nací en la falda de la loma. Pourriez-vous nous parler un peu de l'endroit où nous sommes? Eh bien, Daniela, nous sommes dans un des endroits les plus emblématiques de Puerto Plata et même du pays. Nous sommes à la forteresse de San Felipe. Et quand fut construite cette forteresse?
Eh bien, en 1564 commença la construction et se fut terminée aux environs de 1585. Pourquoi l'a-t-on érigé au juste? En fait, les Espagnols, au 16e siècle, construisirent des forteresses pour protéger les villes. Dans le cas de la forteresse San Felipe, ce fut la même chose. Sa construction date du 16e siècle. Vous savez, à cette époque, il était très commun que des pirates ou les corsaires envahissent les ports des villes pour voler tout ce qu'ils pouvaient, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Donc, pour protéger les villes, les Espagnols décidèrent de construire cette fortification que vous voyez. Bueno, el puerto en sí, pues tenía esta protección porque Puerto Plata era rica en algunos productos que para ellos eran muy valiosos, por ejemplo. On avait besoin de cette protection car Puerto Plata était très importante au plan économique, avec une production de tabac, le traitement de cuir, sans compter la production de sucre. Tout cela avait une grande valeur, vous pouvez imaginer, pour la contrebande. Donc, on érigea cette protection pour la ville et son port. Pues decidieron proteger de esta manera. On me dit aussi que cette forteresse a servi de prison. Pour quelle raison? Oui, ce fut le cas dans les années 1800 pour Juan Pablo Duarte. Je vous rappelle que c'est l'un des pères fondateurs de la République dominicaine. En 1844, au mois d'août, c'est ici, à Puerto Plata, que le général Santana emprisonna Duarte pour trahison dans cette forteresse. C'est cet endroit que l'on connaît comme la Calabozo de la Muerte, la prison de la mort. Alors vous comprenez donc que de forteresse militaire, cet endroit se convertit en prison. Duarte est donc considéré comme traître en raison de ses idées d'indépendance, idées qui ne convenaient pas du tout au général Santana. Pour moi, Puerto Plata, c'est à la fois cette mer si proche, cette lumière spéciale qui baigne toujours la région, mais il y a aussi ces maisons, cette architecture spéciale qui nous rappelle la richesse de notre histoire. C'est un peu ce sentiment que je vous souhaite de ressentir lorsque vous viendrez ici, dans ma ville, qui sera bientôt aussi un peu la vôtre, Puerto Plata. Orgulloso por siempre estará. El turista siempre será nuestro para ser una mejor ciudad.